Alors bonjour à tous, je suis Dr Taglash, endocrinologue spécialisé dans l'endocrinologie de la reproduction. Aujourd'hui, je suis très honoré d'être parmi vous pour cette masterclass de médecine de la reproduction pour sa nouvelle édition en ligne, pour vous parler des endocrinopathies dans le contexte d'infertilité masculine. Je me spécialise un petit peu plus dans l'infertilité féminine, mais l'endocrinopathie et l'infertilité masculine est tout aussi intéressante. Donc on va essayer un petit peu de balayer ces aspects ensemble. Pour introduire un peu le sujet, on sait maintenant que l'infertilité masculine est de plus en plus fréquente par plusieurs étiologies environnementales, règles hygiéniques, stress, etc. Et donc, quand on va parler d'hypogonadie, on va parler de synthèse insuffisante en hormones sexuelles. C'est l'atteinte testiculaire qui, dans ce cas-là, on va parler d'étiologie primaire, ou l'atteinte hypothalamo-hypophysaire, dans ce cas-là, on va parler d'hypogonadisme secondaire, avec une incidence qui est de plus en plus en augmentation. On en a peut-être un petit peu parlé, mais l'axe gonadotrope, maintenant, dans sa conception antérieure, c'est devenu un petit peu obsolète. Parler de la GnRH qui stimule la FSH-LH, c'est assez réducteur de cette cascade hormonale chimique qui donne une stimulation, que ce soit des gonades ou du testicule. Maintenant, on sait que les nouveaux acteurs majeurs, ça va être le système neurokinine, dynorphine et la kispeptine. L'ensemble donne le kindineurone. Et donc, la kispeptine, ça sera le premier activateur de la FSH-LH, et donc l'activateur de la puberté, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, par ce neurone de la kispeptine qui va stimuler la GnRH. Donc, en anatomie testiculaire, on aura les cellules de Leydig qui sont les sécrétrices de la testostérone et les cellules de Sertoli, les cellules de soutien. Parallèlement à ça, nous allons avoir les cellules germinales qui vont assurer la fonction exocrine du testicule. Donc, pour la physiologie, tube séminifère 80%, cellules de Leydig 90% à l'origine de la sécrétion de la testostérone, et les différents autres androgènes peuvent être d'origine surrénalienne. Physiopathologiquement, on a, comme pour la femme, deux niveaux d'atteinte lésionnelle quand on va parler d'hypogonadisme. Soit, bien sûr, ça c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire normal, soit on a une atteinte au niveau des testicules, et dans ce cas-là, on va avoir une augmentation de la FSH-LH, et on parle de hypogonadisme hypergonadotrope, soit on a une atteinte centrale hypothalamo-hypophysaire. Dans ce cas-là, les testicules sont laissés au repos parce qu'il n'y a pas de stimulation et on aura un hypogonadisme hypogonadotrope. Ce niveau lésionné est important à discerner dès le début, comme pour l'homme comme pour la femme. Pourquoi? Parce que les explorations qui en découleront diffèrent selon ce niveau lésionné. La testostérone, il faut savoir qu'elle permet la différenciation sexuelle chez le fœtus et l'acquisition de la puberté ensuite pour passer à la vie reproductive masculine. Mais c'est important de savoir qu'il existe une phase où il va y avoir une sécrétion de FSH-LH, et donc ce qu'on appelle de la mini-puberté. Ça, c'est un événement assez important au cours de la vie néonatale parce qu'il va y avoir une finalisation de la maturation des organes génitaux externes chez l'homme et chez le nouveau-né. Et donc, cette phase est cruciale pour ne pas avoir cette cryptorchidie ou anomalie de maturation des cellules sexuelles ultérieures. Pour le rapport de la testostérone totale versus testostérone libre, on sait que la testostérone se lie avec la SHBG et l'albumine. Et dans ce cas-là, dans les recommandations actuelles, il faut doser uniquement la testostérone totale. La testostérone libre n'est pas importante à doser au début. La testostérone totale donne une idée sur le niveau d'androgène chez l'homme. Et donc, cette testostérone, elle est influencée par différents états et comorbidités au niveau de l'individu, surtout l'obésité qui va diminuer les SHBG. Donc, les obèses auront tendance à avoir une testostérone qui n'est pas très liée au niveau de la SHBG, mais aussi une augmentation de la SHBG, surtout chez les patients qui ont une cirrhose. Et donc, dans les deux cas, on peut avoir une fluctuation du niveau de la testostérone. Et c'est important à considérer cette comorbidité chez l'homme avant de doser la testostérone. Voilà. Pour la présentation clinique, c'est assez commun de dire si le patient il a un hypogonadisme, c'est-à-dire une diminution de la testostérone, on va avoir plutôt un phénotype qui est
soit un pubère dès le début, soit une régression des caractères sexuels secondaires. Mais ça, c'est pour l'examen clinique initial, mais ne pas oublier de poser les questions dès le début pour savoir si on a une orientation étiologique particulière, surtout au niveau de la prise de médicaments, parce qu'il y a certains médicaments qui provoquent un hypogonadisme chez l'homme, notamment la chimiothérapie ou la radiothérapie antérieure, qui vont donner une toxicité soit gonadique périphérique ou hypophysaire centrale. Les antécédents de cryptorchidie, traumatisme, tout ça, ça peut orienter vers certaines étiologies. Pour les symptômes cliniques, les symptômes suggestifs fonctionnels, ça va être une diminution de la libido, diminution de l'érection matinale. Et avec ça, nous avons à l'examen clinique des symptômes évocateurs de régression de la puberté, mais aussi gynécomastie, bien sûr à l'examen clinique avec un orchidomètre, une diminution de la taille des testicules qui deviennent de plus en plus enfantins. Et il y a des signes non spécifiques parce que la testostérone est une hormone assez ubiquitaire, qui est assez importante aussi pour l'homme, parce qu'elle permet l'atrophicité musculaire, un rôle au niveau de la cognition, etc. Donc, important à poser des questions un petit peu en vrac pour essayer d'orienter un peu le diagnostic. Et en parlant de diagnostic, donc comme je vous l'ai dit, on va partir dès le début sur un dosage de la FSH/LH testostérone. Si on a une testostérone basse, on pose le diagnostic d'un hypogonadisme. Mais on ne peut pas s'orienter sur le niveau lésionnel. Le niveau lésionnel est orienté par le dosage de la FSH/LH. Si on a une FSH/LH qui est basse, dans ce cas-là, on a un hypogonadisme hypogonadotrope. Et si on a une FSH/LH qui est élevée, on a un hypogonadisme hypergonadotrope. Et dans ce cas-là, quand on a un hypogonadisme hypergonadotrope, c'est-à-dire l'hypophysie des seins, partir sur un karyotype pour évoquer l'origine, si c'est génétique ou si c'est périphérique. Quelles autres explorations? Selon les recommandations de 2021, quand on a un sujet qui consulte pour infertilité, il est important aussi de faire un spermogramme qui va donner une idée sur la qualité des spermatozoïdes. Le karyotype est aussi important pour voir s'il y a une étiologie génétique, surtout en cas d'hypogonadisme hypergonadotrope. La biopsie testiculaire, si on a une lésion testiculaire, et l'échographie. Et l'échographie un petit peu plus poussée, ça va être de l'ordre, si on a une orientation particulière, notamment il y a un petit volume d'éjaculat. L'échographie, donc comme je vous l'ai dit, généralement quand on a une azospermie, l'échographie elle est généralement pathologique. Donc il faut vraiment faire l'échographie, ne pas hésiter à la faire, que ce soit testiculaire mais aussi prostatique. Ça va donner un petit peu une idée sur le volume testiculaire et une idée sur la qualité des voies excrétrices. Le dosage de l'inhibine B, donc il y a une corrélation entre le nombre de spermatozoïdes et le taux de inhibine B, parce que l'inhibine B, on le sait assez, elle est sécrétée par la cellule de Sertoli, donc c'est la cellule de soutien. Et plus on a une bonne inhibine B, plus on aura certainement un bon niveau un nombre de spermatozoïdes. Donc inhibine B n'est pas un bilan de routine, mais ne pas hésiter à le faire si vous avez la disponibilité pour avoir une qualité, une orientation sur la qualité du sperme. Maintenant, on va partir sur les étiologies congénitales acquises. Pour les congénitales, sûrement vous entendez parler du syndrome de Klinefelter. Ça, c'est l'étiologie qui est un petit peu le parallèle du Turner chez la femme, hypogonadisme hypergonadotrope. Et pour les anomalies acquises, notamment les anomalies par iatrogénicité, toxicité gonadique, maladie auto-immune, traumatisme, etc. Donc, étiologie, on les discerne entre organique et fonctionnelle. Organique, congénitale acquise, et les fonctionnels, on va les voir juste après. Pour l'hypogonadisme hypergonadotrope génétique, c'est le syndrome de Klinefelter, un 47XXY. Le Klinefelter peut être orienté par l'examen clinique. Ça, ce sont généralement des patients longilignes de grande taille, possiblement suivis pour un syndrome de Marfan, parce qu'il s'associe un petit peu avec le Klinefelter. Ce sont des patients qui ont parfois une gynécomastie, un élargissement du bassin, parce que leur testostérone parfois n'est pas un seuil assez important, donc ils sont un petit peu imprégnés par les oestrogènes, ils ont un petit peu ces caractères sexuels un petit peu féminisés, et surtout ils sont un petit peu en surpoids obèses, parce que la testostérone améliore la trophicité musculaire et il ne peut pas l'améliorer, et des fois on peut avoir un micro-pénis, une diminution de la taille des testicules, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Klinefelter n'est pas obligatoirement infertile.
Dans 10% des cas, on peut avoir une azoospermie. Dans la plupart des cas, la fertilité est compromise, mais ne pas hésiter à faire un spermogramme pour rechercher ce spermatozoïde qui reste pour pouvoir l'isoler et faire une insémination, c'est-à-dire au laboratoire ICSI, qui va possiblement donner une naissance en laboratoire. Donc, aussi, la spermatogenèse, la qualité du sperme, elle se détériore au fil des années chez les Klinefelter. Et donc, plus il partira à un âge avancé, plus la qualité du sperme sera diminuée. Donc, pourquoi pas conserver les spermatozoïdes si on les a dès le début pour améliorer la qualité de la fertilité. Donc, on recommande aussi, selon les recommandations, de faire une biopsie testiculaire si on n'a pas de spermatozoïdes au niveau des testicules des Klinefelter, et pour améliorer un petit peu le pronostic de la fertilité. Donc, pour la préservation de la fertilité, comme je vous l'ai dit, biopsie, on peut faire un spermogramme au début, mais aussi une biopsie après si on n'est pas isolé de spermatozoïdes, et pouvoir les conserver pour pouvoir après proposer la fertilité assistée. Voilà. La cryptorchidie, c'est une pathologie qui est assez observée. Elle peut être isolée, c'est-à-dire non associée à un syndrome. La cryptorchidie, c'est parfois aussi une étiologie qui passe inaperçue dans l'âge néonatal, si l'examen néonatal n'est pas fait dans les bonnes conditions. Et donc, la cryptorchidie, c'est un élément qui peut expliquer l'infertilité chez l'homme. Et donc, une cryptorchidie unilatérale, bien sûr, le pronostic sera moins sévère qu'une cryptorchidie bilatérale. Surtout pour dire que si on a une cryptorchidie bilatérale, ne pas hésiter à réaliser une analyse génétique, karyotype et analyse génique pour rechercher une anomalie qui peut expliquer un hypogonadisme à l'âge de la fertilité. Ne pas oublier que l'axe gonadotrope fonctionne en âge de la fertilité, en début néonatal. C'est ce qui va permettre la maturation ultime des gonades chez le garçon. Donc la cryptorchidie, c'est aussi un élément assez important à considérer. Pour les pathologies acquises, il y a toujours eu ce débat sur la varicocèle et son retentissement sur l'infertilité. La varicocèle, c'est l'augmentation plutôt la diminution du retour veineux au niveau du veine scrotale, et donc une accumulation d'eau au niveau du scrotum. Ça va augmenter la température intrascrotale et donc peut-être possiblement altérer la qualité de la spermatogenèse chez les hommes. Les recommandations sont assez diverses, elles divergent aussi sur la prise en charge de la varicocèle, mais maintenant on sait que si un homme il consulte pour infertilité inexpliquée et qu'il a une varicocèle, il ne faut pas hésiter à l'opérer. Faire la thérapie de sclérose des veines, même l'opérer, etc. Et donc ça va un petit peu diminuer cette température intrascrotale et peut-être aussi améliorer la qualité de la fertilité. Donc le débat persiste encore, mais un conseil, ne pas hésiter à les opérer si on a une infertilité inexpliquée chez l'homme. Donc le diagnostic est clinique avec l'échographie scrotale et la cure de varicocèle s'il est assez... il retentit un peu sur la qualité de vie de l'homme, mais aussi sur la qualité spermatique dans un contexte d'infertilité. Voilà, donc ça c'est pour la review sur la varicocèle. On peut avoir des statistiques qui n'indiquent pas une amélioration de la fertilité après chirurgie. Ça c'est les études un peu anciennes. Vous allez voir avec les études récentes, on peut avoir une amélioration de la fertilité quand on a des patients qui sont opérés. Donc logiquement, on va pas s'étendre sur la question. N'hésitez pas à opérer si on a un patient qui a une infertilité inexpliquée chez lui. Maintenant, on va passer pour les médicaments et les toxines environnementales. On sait que les médicaments, pour certains, peuvent avoir une gonadotoxicité au niveau périphérique chez les hommes. Mais surtout, le volet le plus important, ce sont les toxines environnementales, et ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Pourquoi ? Parce que, comme pour la femme, actuellement, on vit dans un environnement qui est assez pollué, que ce soit une pollution une pollution classique par le CO2 et les dégagements de gaz toxiques, mais surtout par les perturbateurs endocriniens
alimentaires, les pesticides, mais aussi les chimiques, notamment qui existent au niveau des teintures, des vêtements, des consommables, des conservateurs. Et donc, tous ces perturbateurs endocriniens vont altérer le fonctionnement de la spermatogenèse et le niveau de la testostérone chez l'homme. Ça, c'est une étude assez intéressante qui essaie d'analyser un petit peu le volume de sperme chez les hommes au fil des dernières années. Comme on peut le constater, le volume du sperme, il diminue drastiquement de plus en plus. De 1973, on était à 101 millions par millilitre. Maintenant, on est à 49 millions par millilitre en 2018. Ça, c'est vraiment expliqué par la perturbation endocrinienne environnementale qui existe actuellement. Plus on est imprégné par des perturbateurs endocriniens et plus on aura tendance à avoir un volume de sperme qui diminue au fil des années. Actuellement, on est à un niveau d'infertilité chez les hommes à quasi un tiers des hommes qui sont infertiles, pareil pour la femme, hein, et l'infertilité de couple est à un tiers aussi. Les perturbateurs endocriniens sont une étiologie qui est très discrète, qui est à considérer chez ces hommes, notamment avec la cigarette, la pollution et les perturbateurs chimiques et alimentaires. Pour les causes infectieuses, pareil, il y a eu un regain d'intérêt récent depuis la pandémie Covid, puisqu'on a détecté qu'il y avait des récepteurs ACE2 du Covid au niveau des testicules, et donc l'orchiépididémite virale post-Covid était aussi une étiologie observée au niveau du Covid, un petit peu plus rare, mais qui était observée. Et pareil, si les patients étaient asymptomatiques au niveau gonadique, ils peuvent avoir une infertilité séquelaire post-Covid qui a été observée par plusieurs études, comme pour l'oréon, qui était une des causes principales de infertilité masculine virale. Maintenant, le Covid, il est aussi incriminé dans cette étiologie. Et ensuite, on va parler du déficit androgénique lié à l'âge, parce que comme pour la femme qui peut avoir sa ménopause, l'homme aussi peut avoir un déficit androgénique lié à l'âge ou une andropause en d'autres termes. Comment on la diagnostique? C'est une LH qui est anormalement élevée, avec une testostérone basse et recontrôlée à deux bilans. Bien entendu, il faudra éliminer les étiologies acquises et les étiologies qui sont réversibles de cette anomalie périphérique de la testostérone. Mais si on a un patient qui est un petit peu âgé, de l'ordre de 60-65 ans, le déficit lié à l'âge il est beaucoup plus fréquent. Donc comment on le diagnostique? C'est les patients qui consultent pour des symptômes sexuels, diminution de la libido, diminution de l'érection matinale, etc. ou des symptômes de diminution des androgènes, avec une testostérone qui est généralement basse. On parle de testostérone basse chez l'homme, généralement inférieure à, selon le laboratoire, 3,5-3 nanogrammes. C'est à partir de ce seuil qu'on peut avoir une diminution des symptômes d'androgénie chez l'homme. Mais à un seuil de 2,3 nanogrammes, c'est un seuil assez bas. Et dans ce cas-là, on va partir sur ce qu'on appelle un déficit androgénique lié à l'âge. Et donc, quand et qui traiter? L'Endocrine Society était un petit peu dans la précaution pour traiter ces patients, mais vous allez voir que si on a un patient qui est supérieur à 65 ans, qui est symptomatique ou qui a une anémie inexpliquée, il ne faut pas hésiter à le traiter un petit peu avec des androgènes. Ça ne sera pas une dose qui est assez intense pour jusqu'à le viriliser ou autre, mais une petite dose substitutive pour permettre un petit peu d'améliorer la qualité des symptômes. Mais faire attention à ne pas surdoser ces hommes parce que la testostérone, il y a beaucoup d'effets indésirables. Pour les étiologies fonctionnelles, comme on a parlé un petit peu pour la femme, ce sont les pathologies qui sont liées à l'activité physique et les surinvestissements chez l'homme. Ne pas oublier que l'acte gonadotropie est très imprégné par l'environnement. Et donc, plus on aura un stress chronique et ou un surinvestissement au sport, on peut avoir une diminution de la pulsatilité de la FSH-LH et une pulsatilité de la GnRH. À la fin, on va partir sur la prise en charge. La prise en charge de l'homme est un petit peu plus, on va dire, facile que chez la femme parce qu'on a les deux versants, viriliser l'homme et considérer la fertilité. Pour la virilisation, c'est assez simple. Si l'homme ne considère pas une fertilité, la virilisation se fait par la testostérone. Ce sont des injections élentate de testostérone de l'ordre de 250 mg, une injection par 3 semaines. C'est des injections qui sont, lorsque le patient il est en hypogonadisme sévère, sans effet indésirable,
surtout surveiller la NFS, la PSA et les symptômes cliniques. Et si le patient il va considérer une fertilité, très important, il ne faut pas traiter le patient par des androgènes parce que ça va inhiber sa spermatogenèse, mais plutôt dans ce cas-là, partir sur une stimulation centrale par la FSH-LH recombinante. Et donc pour le traitement, on va partir sur le niveau de lésion. Si on a un hypogonadisme hypergonadotrope, dans ce cas-là, ça va être une virilisation par la testostérone et considérer la préservation par extraction de spermatozoïdes par soit une biopsie ou par le spermogramme naturellement. Si on a une LH normale, on peut considérer un test thérapeutique de la testostérone sur 6 mois. Et si on a une LH qui est basse, dans ce cas-là, bien sûr, on est devant un hypogonadisme hypogonadotrope. Et dans ce cas-là, il faut traiter le niveau lésionné qui est un petit peu central, c'est-à-dire faire une IRM hypothalamo-hypophysaire et traiter s'il y a une anomalie centrale. Pour le bilan pré-thérapeutique avant l'initiation de la testostérone, examen général toucher rectal, c'est important parce que la testostérone, elle peut augmenter le risque de néo de la prostate. Bien sûr, un examen clinique général associé. Pour la biologique, doser la testostérone avant d'initier pour voir le niveau d'atteinte, s'il est sévère ou pas. La PSA pour voir s'il y a une anomalie prostatique. Et surtout, parce qu'on le sait, la testostérone aussi peut avoir un effet sur l'hémoconcentration et la polyglobulie. Donc, faire une hémoglobine hématocrite et aussi un bilan hépatique, pourquoi pas. Pour les contre-indications, on le sait, ce sont les contre-indications d'ordre néoplatique. C'est-à-dire, si le patient a un cancer de la prostate avec une PSA à niveau important, il ne faut pas traiter par les androgènes. Dans ce cas-là, traiter tout ce qui est prostatique avant de considérer un quelconque traitement par les androgènes. Pareil, si on a une anomalie cardiovasculaire qui peut être aggravée par la testostérone, on n'oublie pas que la testostérone, elle peut augmenter l'effet inotrope et chronotrope, dromotrope cardiovasculaire, donc elle peut déclencher une coronaropathie sous-jacente. Et surtout, la partie la plus importante, on ne traite pas un patient qui va partir pour un projet de fertilité. La testostérone devient contre-indiquée et dans ce cas-là, il faut considérer les protocoles de fertilisation d'ordre FSH, LH recombinante ou la pompe à générage qui va améliorer un petit peu la qualité de la spermatogenèse sans la freiner par les androgènes périphériques. Donc, qu'est-ce qu'on a comme traitement disponible? Le traitement classique pour la virilisation, c'est le Nantate, comme je l'ai dit, 250 mg, une injection par 3 semaines. Et on peut un petit peu moduler cet intervalle selon le niveau de la testostérone et les symptômes cliniques du patient. Donc 2 à 4 semaines selon la symptomatologie et le niveau d'atteinte. Il existe d'autres présentations, notamment en gel, mais elles se valent toutes quasi selon le niveau des effets indésirables. Pour les contre-indications, donc comme je l'ai dit, cancer de la prostate, bien sûr, le niveau du sein, anomalie d'hématocrite, une apnée de sommeil sévère, il faudra traiter avant de prescrire les androgènes et surtout faire la PSA avant de traiter le patient. Bien entendu, je le répéterai jamais assez souvent, quand on a un désir de fertilité, ne pas traiter les patients par les androgènes, plutôt attendre d'explorer cette fertilité et traiter par hormones recombinantes et pompage NRH. Pour les effets indésirables, on les connaît un petit peu, puisqu'on connaît que la testostérone est une hormone ubiquitaire, elle agit au niveau du cœur, au niveau de la lignée hématologique, et donc plus on surexpose les hommes à un niveau d'androgène important, plus ils peuvent être sujets à des effets indésirables, notamment cardiovasculaires, métaboliques, etc. Ça, c'est une petite allusion pour les sujets qui injectent les stéroïdes dans le contexte de dopage. Très important à dire, c'est des patients qui sont plutôt sujets à des effets indésirables assez sévères, notamment infertilité, parce que la testostérone en excès va freiner la spermatogenèse, la FSH-LH et donc la spermatogenèse de 1. Et de 2, c'est que la testostérone en excès, elle peut aussi s'aromatiser et se transformer en oestradiol et provoquer des symptômes féminisants, notamment une gynécomastie, diminution de la taille des testicules, etc. Pour la fertilité, donc pareil que pour la femme, le pronostic de la fertilité dépend du niveau lésionné. Si le niveau lésionné il est central, c'est-à-dire atteinte de la FSH-LH, dans ce cas-là, on sait que les testicules ils sont sains. Du moins, s'ils n'ont pas été atteints par une cause acquise.
Et donc, si on traite ces patients par FSH, LH recombinante ou par pompe à GnRH, normalement, le pronostic de la fertilité est amélioré. On peut procéder par une amélioration par ces injections et après partir sur spermogramme ou biopsie testiculaire pour isoler des spermatozoïdes. Ça reste toujours des considérations qui peuvent être utiles pour améliorer le pronostic de la fertilité. Par contre, si on a des patients qui ont une atteinte périphérique, alors ça dépend du niveau de l'atteinte. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un tissu testiculaire viable, que ce soit au niveau testostérone, mais aussi sur les voies excrétrices et au niveau des tubes séminifères, pour pouvoir permettre la fertilité. Et donc, si on a une varicocèle, pourquoi pas l'opérer et revoir un petit peu les niveaux de spermogramme ultérieurement. Si on a une chimiotoxicité, une toxicité gonadique par chimiothérapie, dans ce cas-là, le pronostic est un petit peu plus réservé. Il ne faut pas oublier de conseiller à ces patients de préserver les gamètes avant de procéder à ce type de cure assez toxique pour les gonades. Bien entendu, pour les épisodes de virose, on ne peut pas les contrôler, donc ça va être vraiment de l'ordre du traitement de la virose en cours et surveillance de la spermatogenèse ultérieurement. Et je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous les avez. Vous aurez mon mail dans la description de l'auteur. Voilà, ça a été un petit peu plus sommaire que pour la femme. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.